il faut pas perdre de vue que les intérêts sont distincts des personnes et c'est pas une négociation avec ou contre une personne, c'est une négociation qui vise à réaliser qu'on a généralement beaucoup plus d'intérêts communs que d'intérêts divergents. Négocier sans exploser, gérer un conflit sans finir en guerre froide et surtout faire avancer les choses dans un monde du travail qui change à toute vitesse. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui est aux premières loges, Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail du Québec. Lui, son boulot, c'est de jongler entre employeurs, syndicats, lois et réalités du terrain. Et comme on dit, emploi du temps de ministre, donc on n'avait pas des heures devant nous, mais je suis déjà ravie qu'il ait pris ce temps pour échanger avec moi. Alors forcément, je n'ai pas pu poser toutes les questions que j'aurais voulu, mais on a abordé ce qui me paraissait essentiel. La négociation et comment éviter que ça tourne au bras de fer stérile, la loi 27 et son impact sur la prévention des risques psychosociaux, et plus largement, comment le gouvernement s'adapte au bouleversement du monde du travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Weberlin, je suis spécialiste en prévention des risques psychosociaux et passionnée par le monde du travail et les dynamiques qui l'animent. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses des décisions politiques qui impactent notre quotidien professionnel. Bonne écoute! Bonjour, Monsieur Jean Boulet. Salut Camille, content de te rencontrer. Et moi aussi, vraiment, merci d'avoir accepté cette entrevue. Surtout d'avoir pris aussi le temps parce que je sais que vous avez un agenda déjà qui est très chargé. Donc vraiment, merci pour ça. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va nous emmener là, toute cette discussion. Et justement, aujourd'hui, on va parler du monde du travail, mais aussi de vous. Et pour ça, moi, j'ai fait quelques recherches. Et j'ai lu dans une des interviews que vous avez données dans un journal qu'il y a 2 livres qui ont été de véritables révélations pour vous. Ces 2 livres, c'est Comment réussir une négociation et Comment négocier avec les gens difficiles de l'affondement à la coopération de William Ury. Et vous avez dit que ce sont devenus des ouvrages de référence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dit, je vais aller les lire. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 ouvrages. Et je me suis noté 2 phrases. 2 phrases sur lesquelles, justement, j'aimerais qu'on échange dessus. Une des 2 phrases, donc la première, donc c'est « Dans toute négociation difficile, il faut séparer les personnes du problème. Ce n'est pas une bataille d'ego, mais une recherche de solution. » J'ai trouvé cette phrase bien, mais je me dis « Mais attends, c'est quand même facile à dire. » Mais dans le feu de l'action avec tout ça, comment est-ce qu'on fait, justement? C'est intéressant Camille, hein? Puis te rappeler que j'étais un avocat en relation de travail avant de faire de la politique. Et une année, j'ai décidé d'aller à l'université Harvard à Cambridge, près de Boston, pour faire des ateliers intensifs sur la négociation raisonnée. Et ça a été une découverte pour moi parce que j'ai côtoyé le grand Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, les grands de la négociation à l'échelle internationale. Puis c'était un atelier intensif, donc on commençait le matin à 8 heures, puis on finissait à 6-7 heures le soir. Et j'ai côtoyé des avocats puis des conseillers d'un peu partout sur la planète. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point on pouvait avoir une technique de négociation qui donnait des résultats. Et les 2 phrases auxquelles tu fais référence, bien sûr, M. Fisher en faisait constamment état. Et il a écrit un livre qui est très connu, c'est Getting to Yes. Après ça, il y a Getting Past No. Il y en a plusieurs que j'ai lus, là, des professeurs en psychologie puis en négociation de l'université Harvard. Il y a un principe fondamental en négociation, c'est il faut distinguer les intérêts des personnes. Tu sais, si j'ai à négocier avec toi, Camille, il faut que je mette mon énergie à savoir pourquoi, qu'est-ce que tu veux, quels sont tes intérêts. Il faut que tu dépersonnalises. Mais comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Parce que des fois, je me dis, on est en négociation, mais ça peut être super difficile. Il y a quand même l'émotion. Quand j'ai lu justement le livre, là, la première chose où il dit, c'est vos sentiments. C'est comme la première barrière. Et je me dis, le sentiment, c'est la première chose qui embarque, justement. Comment est-ce que vous faites? Tellement. C'est intéressant parce que avant de faire mes ateliers intensifs, j'avais eu à négocier avec des personnes qui étaient intimidatrices, menaçantes. Puis j'ai réalisé que c'était là où j'étais le plus déstabilisé.
Puis après mes ateliers intensifs, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers pratiques, j'ai réalisé qu'il fallait prendre un pas de recul, aller à l'extérieur de la salle de négociation, puis analyser ce qui se passait. Mmh. En anglais, on dit faut être reflective, faut réfléchir à ce qui s'est passé, puis se convaincre de l'utilité de dépersonnaliser. Et par exemple, si une personne est menaçante ou intimidatrice avec moi, j'exprime les émotions. Donc Je vous le dis à la dites. personne, ce que tu fais me rend mal à l'aise, me rend inconfortable et m'éloigne du nécessaire processus de recherche de solutions. Et généralement, ça a pour impact de désamorcer la personne. Donc, il faut pas perdre de vue que les intérêts sont distincts des personnes et c'est pas une négociation avec ou contre une personne, c'est une négociation qui vise à réaliser qu'on a généralement beaucoup plus d'intérêts communs que d'intérêts divergents. Puis quand tu mets l'accent sur les intérêts communs et que tu accrois le champ des intérêts communs, tu diminues le champ des intérêts divergents. Mais c'est pas toujours simple, tu as raison. Là, il y a les émotions, il y a la personne, il y a des personnes qui sont convaincues que c'est par l'intimidation qu'ils vont gagner. Mais Mmh. je le répète, faut que tu leur construises, en anglais, on dit un golden bridge. Faut que tu leur fasses réaliser les gains découlant de l'accent qu'on doit mettre sur les intérêts. Oui, merci. Ça, c'est déjà un 1er Et point vraiment dire tes intéressant. Dire émotions, ouais. Camille, ça a énormément de valeur. Tu sais, place-toi dans une situation personnelle de la vie quotidienne. Si quelqu'un te fait peur, faut le dire. Faut pas, parce que tu es à une table de négociation, retenir tes émotions. Donc, de partager des émotions, c'est un grand bénéfice. Mais justement, si est-ce que je suppose que vous avez déjà fait ça, donc partager ces émotions, est-ce que des fois ça renforce pas la personne qui est en face de dire: «Bah oui, beh, c'est comme ça, on est en négociation», parce que des fois quand on imagine la négociation et puis justement aussi en contexte politique avec les différentes personnes que vous pouvez voir, où ils peuvent se dire: «Beh non, il faut aller dans l'affrontement, chacun tire un peu la couverte de son côté». On fait comment? Non, Ça parce que non? forcément, la Ouais, personne qui est ton interlocutrice a des intérêts aussi. effectivement. Fait qu'elle veut, je veux dire, c'est certain que si une personne veut pas faire une entente, il n'y a pas d'utilité à la négociation. Là, faut peut-être aller au-delà du non, mais il faut d'abord, quand tu débutes un processus de négociation, Camille, s'entendre sur des objectifs. Ouais. Si tu t'entends pas sur des objectifs, tu t'en vas un peu dans toutes les directions. Mais si ton objectif, c'est notamment de faire une entente qui va améliorer, par exemple, un climat de relation de travail, il y a une volonté commune. C'est la technique d'intimidation qui doit être désamorcée. Et encore une fois, faut réfléchir à ce qui se passe, faut s'analyser, Mmh. faut écouter, puis il faut trouver la meilleure approche qui nous permet d'aller dans un processus de recherche de solutions. Mmh. Donc ça, c'était pour notre première phrase. La deuxième phrase sur laquelle j'aimerais Ouais. bien avoir, votre retour, c'est: «Ne vous laissez pas impressionner par les pressions. Restez fidèles à vos principes, mais trouvez une solution créative». Comment est-ce qu'on peut rester fidèle à ses principes quand on est ministre? Surtout qu'il y a le regard du public, il y a le regard des médias, il y a différentes pressions aussi. Comment est-ce que vous faites ça? Ben, en tentant le plus de développer des consensus en amont. Mmh. Plus tu dialogues, plus tu consultes, plus tu réalises qu'il y a un tronc commun qui te permet de faire un consensus. Et c'est ça qui est l'amorce d'une mesure qui est bien accueillie, d'un programme qui est bien implanté ou d'un projet de loi qui va être efficace, puis qui aura une valeur sociale importante. Donc, je pense que c'est par le dialogue que j'essaie de, de m'exprimer de la manière la plus adéquate possible. Mais justement, je comprends cette partie dialogue, mais si on a chacun qui campe sur ses positions, on fait comment pour faire avancer ce dialogue-là? Ben, en utilisant des critères objectifs. Mmh. Tu sais, quand tu cherches une solution, il faut que tu explores des options. Mmh. Tu sais, est-ce que ça peut être A, B, C, D ou E? Et pour chacune des options, il y a des critères objectifs. Ça peut être des statistiques, ça peut être de la littérature, ça peut être des lois, ça peut être des comparaisons avec d'autres pays, ça peut être de la jurisprudence. Et ça aide
aussi à convaincre l'autre partie. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les critères objectifs, ce qui est extérieur à la table de négociation. Ça peut être un expert, ça peut être un témoignage, mais dépendamment de la nature de ta négociation, faut que tu utilises des critères objectifs et c'est ça qui te permet d'explorer puis d'aller de l'avant. Puis Camille, je te dirais que ces critères objectifs-là peuvent te faire réaliser que la solution que tu souhaites est peut-être pas tout à fait celle que tu avais en tête avant le début du processus. Et est-ce que justement, donc là, on a parlé de mettre ses sentiments de côté pour vraiment aller regarder l'objectif ensemble, où est-ce qu'on veut aller, réunir aussi, accompagner en tout cas la personne pour qu'elle aille dans le même objectif aussi que nous, aller ensemble vers ça. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné, justement, où vous, là, pendant tout le long de votre carrière, vous avez commencé par être avocat, aujourd'hui vous êtes ministre, est-ce que tous ces principes-là, c'est quelque chose qui vous aide aujourd'hui, sur lesquels vous vous basez? Parce que je suppose que dans votre métier, c'est beaucoup ce que vous faites. Beaucoup de négociations, constamment. Vous appuyez beaucoup là-dessus? En fait, c'est mon guide de vie Ah, personnel et professionnel. Et même en politique, tellement tout s'articule autour de nos capacités de communiquer et de négocier. mmh, Puis, évidemment, c'est un petit peu cliché de dire quand on est élu, on l'est pour toute la population, indépendamment de ses allégeances politiques. Et donc, ce que j'ai appris en négociation, ça a fait de moi, je pense, une meilleure personne et un meilleur praticien en droit et un meilleur politicien. Évidemment, on est toujours perfectible, mais à chaque matin, quand je me lève, je pense à des principes de négociation raisonnés et ça me permet d'être animé, positif et de travailler convenablement. Et tu sais, il y a des politiciens qui sont dans d'autres partis politiques et quand, par exemple, Camille, je dépose un projet de loi, on va éventuellement en commission parlementaire, il y a des consultations particulières où il y a des groupes qui viennent déposer des mémoires qu'on étudie avec beaucoup d'attention et de considération. Ils nous font des recommandations. Faut être prêt à écouter et à amender éventuellement. Puis après la phase des consultations particulières, on fait une étude détaillée, article par article, avec les partis d'opposition. Fait que là, tu établis un dialogue avec tes collègues des autres partis, et ça, ce dialogue mène à une négociation, puis si elle est raisonnée, qu'elle est aussi intelligente, cette négociation-là, ça se fait au bénéfice de tous les Québécois, Québécoises. effectivement. Mais est-ce que ça, c'est la partie que vous préférez dans votre métier ou est-ce qu'il y a autre chose que vous aimez? Ben, c'est ce que je préfère. En fait, je pratiquais le droit. Évidemment, j'étais impliqué avec Centraide, avec la fondation de l'hôpital, de l'université. J'aimais beaucoup mes implications communautaires et j'ai vu la politique comme la possibilité de continuer ces engagements-là à un autre niveau. Et au plan professionnel, une opportunité de m'impliquer dans l'élaboration de lois pour faire cheminer les relations de travail, pour améliorer notre régime de santé et sécurité du travail. Et c'est vraiment stimulant de pouvoir faire ça, de contribuer à l'évolution des relations de travail au Québec. Et bien justement, ça a été quoi le déclic qui vous a dit: «Là, je suis avocat, mais j'ai envie de me lancer en politique»? C'était quoi la plaque tournante pour ça? Ben, je te dirais, c'est un peu ce que je viens de te OK. mentionner, mes engagements, notamment avec Centraide. C'est parce que Centraide, c'est une organisation qui aide les organismes qui aident les personnes qui vivent dans la marginalité humaine, sociale ou économique. Et c'est certain que ça a été un élément déclencheur Mmh. de m'impliquer à un autre niveau où je pourrais avoir une influence sur le cours des choses. Et donc, je pense que ça serait l'élément central. Puis évidemment, au plan plus technique, comme je t'ai aussi mentionné, de pouvoir faire des lois pour améliorer, pour mieux prévenir, pour diminuer le nombre d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, de contribuer au règlement de conflits de travail par mes principes de négociation raisonnée. Tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte que
j'ai décidé de faire le saut en politique, Camille. Et un sacré saut parce que là, vous me faites un pont justement vers une autre question que je voulais vous poser. Vous avez parlé des réformes de lois. Il y a une loi en particulier que j'aimerais qu'on échange dessus, c'est la loi 27. Ça faisait 35 ans qu'il y avait rien qui avait changé au niveau de la santé, de la sécurité au Québec. Vous êtes arrivé, vous avez mis vous avez balayé un peu tout ça, réformé tout ça. Il y a énormément de changements justement au niveau de la santé et de la sécurité. Et il y a un point en particulier, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais qu'on discute, parce que c'est un de mes sujets préférés, c'est la prévention des risques psychosociaux. Comment est-ce que vous avez pris conscience que les risques psychosociaux, c'était un vrai enjeu et qu'il fallait aussi se pencher sur cette question? C'est super intéressant, hein, parce que si on veut améliorer notre bilan lésionnel, ça passe par la prévention, qui est au cœur de la modernisation que nous avons fait du régime de santé-sécurité. Puis oui, effectivement, ça faisait 35-40 ans que la loi santé-sécurité qui s'intéresse à la prévention et la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles qui s'intéresse à l'indemnisation n'avait pas été modifiée de façon substantielle. Et tu sais, si on remonte aux années 80, c'était une économie qui était peu tertiarisée, qui était fondée beaucoup sur l'agriculture, la foresterie, la métallurgie. Puis c'était des secteurs où les emplois étaient à prépondérance masculine. L'économie s'est fortement tertiarisée. On a assisté au développement des sciences humaines, santé, sociale, où il y a des emplois, évidemment, où il y a énormément de femmes. Et ce que je réalisais, c'est que il n'y avait aucun mécanisme de prévention puis de participation des travailleurs et travailleuses. Puis si tu veux faire de la prévention, ça passe par une prise en charge des milieux de travail. Puis c'est quoi la prévention au plan pratique, Camille? C'est identifier les risques d'accident. Tout est là. Les risques, pourquoi les identifier? Pour mieux les contrôler et les éliminer. Il faut que les parties s'impliquent. Et ce qu'on avait dans notre loi, c'est simplement tout ce qui s'articulait autour de l'intégrité physique. Et quand on parle de tertiarisation de l'économie, on parle de mutation dans les milieux de travail où apparaissent les notions de santé psychologique et donc forcément de risques psychosociaux. Donc, quand on a modernisé, partout où on référait à des environnements de travail exempts de risques pour la santé et pour l'intégrité physique, on a référé aussi à l'intégrité psychique et à la nécessaire identification des risques psychosociaux par les parties. Et pour moi, c'est une avancée majeure parce qu'il y a tellement de lésions de nature psychologique ou qui découlent d'un environnement où on n'a pas identifié les risques psychosociaux. C'était devenu un impératif humain et social, et c'est là que la réflexion s'est accélérée, et c'est un des pans importants de notre grande modernisation du régime de santé-sécurité, et j'en suis encore hyper fier. Je me dis, il y a quoi être fier, surtout qu'en plus, on parle de santé, sécurité, puis il y avait beaucoup de choses par rapport à la sécurité, beaucoup moins sur la santé, notamment la santé psychologique. Et la santé psychologique, forcément, touche aussi à la sécurité. Donc, le fait d'avoir repensé à tout ça, moi, j'étais agréablement surprise parce ça n'existait pas encore. Encore, on prend l'exemple de l'Europe, ça fait depuis 2010, justement, que toutes les entreprises doivent faire de la prévention des risques psychosociaux. C'est tout récent, là, au Québec. Ça amène des sacrés changements, des sacrés défis, mais qui, pour moi, sont quand même nécessaires, justement, comme changement à avoir. Et justement, vous, par rapport à ça, parce que moderniser 35 ans, vous savez, où il y avait rien qui a été fait, je suppose qu'il y a eu des défis par rapport à ça, qu'il y a eu des personnes qui se sont opposées. Tout à l'heure, on parlait aussi de négociation. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour montrer l'importance d'un tel projet de loi? En mettant l'accent sur l'objectif, comme je mentionnais un peu plus tôt, quand on réfère à des mécanismes de prévention puis de participation, au plan pratique, c'est des comités paritaires, puis c'est des représentants en santé et sécurité du travail. Fait qu'il faut convaincre les parties du lien de causalité ou de l'impact réel d'avoir ces mécanismes-là. Et c'était
À certains égards, un peu plus simple, parce que dans les secteurs comme la métallurgie, la foresterie, il y avait déjà des mécanismes de prévention qui avaient donné d'excellents résultats Mmh. sur la baisse de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles. Évidemment, la littérature, la jurisprudence, à chaque fois, on réalisait que les accidents de travail ou maladies professionnelles survenaient en raison d'un manque de prévention. Et je pense que la culture de prévention, elle s'était intégrée dans beaucoup de milieux de travail. Là, il s'agissait de la confirmer et de la rendre nécessaire et obligatoire dans les milieux de travail. Et je pense que ça s'est fait beaucoup par le dialogue, puis par le travail qui était fait aussi au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, où siègent les associations patronales et les centrales syndicales. Je pense que tout le monde convenait que les risques psychosociaux devaient être identifiés, que la santé psychologique était devenue un impératif partout au Québec. Complètement. Puis surtout, justement, si on veut diminuer aussi les accidents du travail, il faut qu'on aille en prévention, il faut qu'on aille à la source, puis ça passe aussi au niveau de la loi aussi par rapport à ça. Et donc là, on a parlé de la loi 27, des risques psychosociaux plus particulièrement, et je sais que vous avez demandé aussi à aller un peu plus loin, sur tout ce qui est, aller rechercher justement toute la partie sur le télétravail, l'IA, les transformations numériques qui ont un impact aussi sur le travail. Et on sait justement que les nouvelles technologies accélèrent le rythme d'évolution du monde du travail. Comment est-ce que le gouvernement il s'adapte aux nouvelles réalités du marché du travail? Et surtout, comment est-ce qu'il arrive à suivre la cadence des changements qui sont aussi de plus en plus nombreux, de plus en plus rapides? On fait comment? Ben, c'est intéressant, Camille, comme question. En même temps, dans nos lois, et ça s'applique au gouvernement comme ça s'applique dans chaque milieu de travail privé ou public, il faut tenir compte de ta réalité spécifique. Mmh. Et quand je parle de prise en charge, c'est vraiment concret. Et c'est dans un comité paritaire que tu dois comprendre tes défis, Mmh. saisir les opportunités et voir à éliminer les risques. Tu sais, il y a des problèmes de menaces, de l'intimidation, de harcèlement, que ce soit psychologique ou à caractère sexuel, puis là, je pense aux violences conjugales, familiales et autres, il faut être en mesure d'en parler. Et quand tu en parles, tu es capable de dire, oui, c'est un phénomène qui nous affecte, et donc il faut trouver les meilleures solutions. Tu sais, il y a des sondages qui ont été faits dans certains milieux, dans certains secteurs, puis je veux pas identifier des secteurs plus que d'autres, mais tu sais, quand on a fait une loi aussi pour lutter contre le harcèlement psychologique et les violences à caractère sexuel en milieu de travail, je réalisais que près de 50% des Québécois, en 2020, avaient constaté ou observé des menaces, intimidations, harcèlement. Et dans d'autres secteurs, c'était près de 80% des travailleurs et travailleuses, puis ils ne signalaient pas. Fait que, au-delà de se prendre en charge, d'identifier les risques, de voir les meilleurs moyens de les contrôler et de les éliminer, il faut aussi dire les choses. Tu sais, on parlait de négociation tout à l'heure. Il faut être transparent. Faut pas avoir peur de signaler. Mmh. Évidemment, avec une structure de confidentialité puis d'accompagnement, parce que les victimes, des fois, ils sont pas en mesure ou ils n'ont pas la capacité socio-affective de le faire. Donc, c'est là que l'accompagnement devient nécessaire. Mais il faut développer partout une culture de signalement. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais il faut dire, si on veut désamorcer, améliorer la situation, faut partager, dialoguer et après ça, dire les vraies choses. Alors je suis complètement d'accord avec vous, surtout sur cette partie-là. Mais juste pour revenir à la question, justement, par rapport à l'évolution du monde du travail, on fait comment, en tant que gouvernement, pour pouvoir suivre ces évolutions-là, pour pouvoir mettre des lois pour protéger les travailleurs? Est-ce que vous avez fait justement là? Mais ça va vite. On parle du télétravail. On fait comment pour pouvoir justement suivre toutes ces évolutions-là et pas en rater parce que sinon nos travailleurs, on peut moins les protéger. On fait comment pour suivre toutes ces évolutions du travail? Ben, beaucoup, Camille, hein, c'est pas, c'est la lecture, Ouais. l'observation et les forums de paritarisme que nous avons au Québec. Tu sais, par exemple, à la Commission des normes, équité, santé, sécurité,
on a un conseil d'administration qui est paritaire, qui est représentatif de la société. Les syndicats, les patrons, puis d'autres secteurs d'activité comme la santé, les services sociaux. Donc, c'est de les écouter, de les laisser travailler pour faire des projets de règlement, comment on peut améliorer. Le comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre auquel je faisais référence, je demande des avis et eux sont en mesure de consulter des experts, de voir les expériences à l'échelle internationale, de constater ce que d'autres pays font et de s'assurer que au Québec, on a une vision de l'avenir des milieux de travail et, par exemple, de l'impact, tu y fais référence, du télétravail, de l'impact de l'intelligence artificielle, de la numérisation, de la robotisation. Quel est l'impact sur les personnes et les milieux de travail? Et ça, c'est par une analyse d'impact, puis en écoutant les personnes qui sont vraiment bien branchées sur le terrain. Vous avez parlé aussi des autres pays du monde, justement, en regardant ce qu'ils font, puis de quelle façon. Là, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a une montée des tendances régressives dans le monde du travail, où on va avoir une surveillance accrue des employés, où il va y avoir des politiques de diversité et d'inclusion en entreprise qui commencent à être abolies, etc. On voit au Québec que nous, on est plutôt sur la phase inverse, c'est-à-dire qu'on veut protéger nos travailleurs, qu'on a des politiques de diversité, d'inclusion, qu'on met tout ça, etc. Comment est-ce qu'on fait pour justement maintenir ces acquis-là? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de rester solide en tant que gouvernement pour garder ça, alors qu'on voit que dans le reste du monde, on est plutôt sur une tendance inverse? Vous faites comment là-dessus? Mais là, c'est variable. Là. Ouais. C'est sûr qu'aux États-Unis, avec l'élection récente, on voit que les politiques d'inclusion, de diversité sont remises en question dans certaines entreprises, mais raffermies dans d'autres entreprises. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui croit que le socle de nos façons de faire s'appuie sur le contenu de la Charte des droits et libertés de la personne que nous avons au Québec, qui est évidemment une loi qui a une certaine prépondérance sur les autres lois et qui nous assure qu'il n'y a pas de discrimination dans l'embauche, dans les promotions ou de discrimination en fonction des orientations ou des opinions. Et je pense que chaque milieu de travail doit s'assurer d'être égalitaire, de respecter l'être humain, ses besoins, et je dis pas inclusion, diversité, mur à mur, de la même manière partout. Mais l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur profonde, une valeur commune qu'on partage tous au Québec. Alors donc, il faut s'assurer que dans nos façons de faire, en relation de travail, ce soit compatible avec le contenu de la Charte des droits et libertés de la personne. Fait que je reviens beaucoup, moi, Camille, à la prise en charge. Moi, je suis moins favorable à il faut que ce soit de la même manière pour tout le monde, ce qu'on appelle le mur à mur. Il faut véritablement s'adapter, mais il faut respecter nos valeurs fondamentales. C'est quoi nos valeurs fondamentales, justement? Ben, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des orientations, le respect des opinions, l'égalité et l'absence de discrimination sur un des motifs prévus dans la Charte. Puis souvent, on peut parler des personnes en situation de handicap, mais c'est ça pour moi, le Québec. La Charte des droits et libertés de la personne et nos lois qui favorisent la réalisation des ambitions de tout le monde. Et on veut un Québec ambitieux, prospère, et ça passe d'abord et avant tout par son capital humain. Là, on a parlé du travail, de l'importance de protéger les travailleurs. Comme on disait tantôt aussi, dans la loi 27, les employeurs doivent maintenant mesurer les risques psychosociaux au travail, ce que je trouve forcément génial, parce que finalement, les risques psychosociaux touchent tous les corps de métier, et même la politique. D'ailleurs, en regardant en fait d'un peu plus près, on voit que les politiciens sont eux aussi touchés aussi par ces risques psychosociaux-là. Et vous qui avez travaillé sur la prévention des risques psychosociaux, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux risques psychosociaux en politique? Est-ce que le bien-être mental est aussi une conversation qui existe en politique ou est-ce que c'est tabou? Ben, c'est tous les environnements, Camille. Puis tu sais, je veux pas mettre l'accent sur mon environnement politique particulier. Je pense que dans la vie personnelle, mais particulièrement dans ton milieu de travail, il faut être attentif. Faut
qu'une personne soit en mesure de décoder des indices comportementaux qui te permettent de croire qu'une autre personne vit des problématiques psychosociales. Il faut les dire, il faut partager avec la personne. Et oui, moi, je le vois dans ma vie quotidienne, puis il y a toujours des risques. Ils varient d'un environnement de travail à un autre. Mais ce qui est important pour moi, c'est de s'assurer de la prise de conscience de ce risque-là et de s'assurer des meilleurs moyens, encore une fois, de les identifier et de voir comment on peut se comporter. Justement, vous faites comment pour vous protéger aussi? Parce qu'en termes de risque, quand on est politicien, on est confronté aussi, justement au jugement des autres. Là, par exemple, en préparant justement notre rencontre, j'ai lu, dans le Journal de Québec, c'était titré: «Droit de grève, le ministre Chamboulé s'attaque sauvagement à la liberté d'expression des travailleurs et c'est inacceptable». Alors, sans aborder la question du bien-fondé ou non de la décision, moi, c'est vraiment vous qui m'intéressez, c'est-à-dire comment est-ce que vous vivez ce genre de situation? Comment est-ce que vous vivez ce genre de critique aussi? On fait comment aussi pour s'en protéger? Pour protéger sa famille, pour protéger ouais, pour se protéger déjà de En tout ça. m'appuyant, Camille, sur mes convictions, comme par exemple ce projet de loi-là, évidemment, il a été beaucoup mieux accueilli du côté des employeurs que du côté des syndicats. Et c'est un équilibre. Mmh. C'est une quête incessante pour moi que les rapports de force à une table de négociation soient les plus équilibrés possibles. Et c'est certain que dans les dernières années, j'ai réalisé qu'il y avait des conflits de travail au Québec qui avaient des impacts humains et sociaux percutants. Tu sais, que des enfants à besoins particuliers voient leur service éducatif interrompu et que ça a un impact à long terme sur leur développement, ça me préoccupe. Que des personnes à faible revenu n'aient pas accès à du transport pour aller subir un traitement, ça me préoccupe. Donc, j'essaie encore une fois de trouver un équilibre, toujours dans le respect du droit fondamental qui est celui de l'exercice du droit de grève, mais toujours dans le respect des droits aussi des personnes qui vivent dans notre société, puis qui ont aussi des droits fondamentaux. Fait que c'est une quête d'équilibre. Et je l'ai répété là parce que on en a parlé beaucoup, là, mais le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, où les familles endeuillées faisaient appel à la dignité humaine parce qu'il y avait une accumulation de dépouilles dans des frigidaires, incapacité du cimetière d'inhumer, et incapacité aussi de ces mêmes familles-là d'aller se recueillir dans le cimetière qui n'était pas entretenu. Il y avait eu une crise de verglas. Puis c'est plus les conséquences humaines et sociales d'un conflit de travail. Encore une fois, c'est un projet de loi qui confère certains outils pour s'intéresser davantage aux besoins de la population dans les cas de grève ou de l'entente. C'est des outils vraiment d'exception qui vont pouvoir être utilisés avec énormément de parcimonie, mais c'est pas pour ou contre. Ouais. C'est pas pour les patrons ou contre les syndicats. C'est pour les Québécois, Québécoises. Il faut trouver une façon de désamorcer des conflits qui s'éternisent et qui font mal à la population ou la prennent en otage. Donc si je résume, pour justement vous protéger de tout ça, de face aux critiques, c'est à chaque fois que vous vous rappelez de vos convictions Exact, profondes par rapport tout à à ça. fait. Vous C'est vous ramenez à ça, super bien ce serait ça. résumé, Camille. Pour terminer, on arrive à la fin. Il y a une question que je pose toujours à la fin de mes podcasts, c'est: pouvez-vous nous partager avec nos auditeurs une découverte récente? Alors ça peut être un livre, un podcast, un film que vous avez vu qui vous a marqué et que vous aimeriez partager. Est-ce que vous avez une idée? Ben, en fait, depuis que je suis en politique, je lis plus autant de livres qu'avant, mais je lis beaucoup de revues, de magazines et évidemment les médias, parce que je fais une revue des médias à chaque matin. Donc, je te dirais que je suis un peu éclectique, là. Je m'intéresse à tout, ce qui s'écrit, que ce soit en Angleterre, en France, aux États-Unis, ici au Québec, puis bien sûr au Canada. Fait que c'est ça qui m'anime. Puis j'aime beaucoup, évidemment, aller sur Internet puis voir ce qui s'écrit sur tel sujet parce que j'ai beaucoup d'allocutions, de conférences à donner. Fait que c'est ça
qui m'intéressent là, sur une base quotidienne. Et j'ai pas eu tant le temps de m'arrêter puis de lire des livres parce que même quand je suis en vacances, je vais voir ce qui s'écrit sur tel sujet. Est-ce que vous êtes Puis en je suis pas, vacances déjà? Est-ce qu'un ministre est en vacances? j'ai plutôt tendance à être hyper connecté, là, comme on dit. Je l'étais comme avocat praticien avant de faire de la politique et ça se poursuit. Fait que, mais je fais attention pour trouver mon équilibre dans tout ce que je fais. J'essaie de me respecter, de contrôler et de pas aller au-delà de ce que je suis en mesure de faire. Vous arrivez à mettre vos limites par rapport Oh à oui, ça, tout les à équipes. fait, Camille. Ouais. Mmh. Et dernière question, qui devrais-je inviter dans le podcast prochainement? Euh, je sais pas, j'ai aucune idée, mais tu sais, il y a plein de personnes qui peuvent. Mais fie-toi à toi, Camille. Moi, on se connaît peu, mais je trouve que tu es une personne sensée, intéressée puis intéressante et je vais m'appuyer sur ton jugement pour choisir la prochaine personne. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que Merci, pour Camille. terminer, il y a une question que j'ai pas posée qui est important pour toi de partager avec nos auditeurs? Une dernière chose que tu aimerais partager? Ben, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut constamment mettre l'accent sur la communauté d'intérêt, que ce soit des relations personnelles ou des relations de travail. Et j'aime dire que ce qui est le meilleur solage pour tout le monde, c'est la capacité de développer des bonnes relations. Puis quand tu as une bonne relation avec quelqu'un ou une organisation, tu es capable de cheminer puis avoir une vision de l'avenir et d'être ambitieux. C'est déjà la fin et franchement, j'aurais bien pris un peu plus de temps pour creuser certains sujets, mais qui sait, peut-être que j'aurai l'occasion de refaire une interview avec le ministre histoire d'aller encore plus loin et pourquoi pas tester ses réflexes avec un petit défi de négociation. D'ailleurs, quand je lui ai demandé qui je devrais inviter pour la suite, il m'a répondu « Je crois en mon jugement ». Alors, ce qui en soit un immense compliment, hein, merci, ou soit une façon très polie de me dire « Ah, Camille, débrouille-toi ». Donc, dans le doute, j'ai décidé de prendre ça comme un défi. Donc au lieu d'avoir un seul invité, j'ai décidé d'en avoir plusieurs parce que pour les prochains épisodes, je vous propose plutôt une série qui se nommera Conflits, médiation, enquête plongée au cœur des tensions en entreprise. On parlera de médiation, d'enquête interne et de ces moments où les non-dits explosent. L'idée en fait, c'est de comprendre ce qui se passe quand les relations de travail dérapent et surtout comment éviter que ça dégénère. Donc, restez connectés parce que la suite arrive très très vite. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe et à très bientôt.